Démarrage de l'évaluation psychologique. Je me sens bien. J'ai dormi un peu moins de 6 heures, mais ça va. Je me sens serein, prêt à accomplir ma mission. Parler du film et de la musique de 2001... Ad Astra, pardon. De James Gray, très inspiré de 2001 d'Odyssée de l'espace. Qu'avez-vous ressenti devant ce film? Eh ben... Après le générique. Générique. C'est vrai que, au final, le film est très différent de ce que laisse penser la bande-annonce. Il est beaucoup plus lent. Et même sur les passages d'action, ce qui fait un peu bizarre des fois. Ça s'explique par l'influence manifeste évidemment de 2001 Odyssée de l'espace. Je ne peux pas vous entendre penser d'aussi loin, veuillez vous rapprocher et allumer la lumière. C'est indéniable. Pareil pour le rythme du film, qui est lent, aussi lent, peut-être pas aussi lent que 2001 Odyssée de l'espace, mais je me suis rendu compte qu'au final, si on s'arrêtait à ça, eh ben on ratait une bonne partie du film, voire le sens même du film. À mon avis, on peut pas comprendre Ad Astra si on comprend pas ce que veut nous dire le son de Ad Astra. Et ça, je m'en suis rendu compte sur une scène bien particulière. Assez tard dans le film, le personnage principal, interprété par Brad Pitt, qui est aussi producteur du film, prend sa navette spatiale pour se rendre dans une station spatiale, à bord d'un mini-vaisseau. Celui-ci souffre de grosses avaries, évidemment, parce que c'est Monsieur Pas de Chance, et alors que la situation est urgente et alarmante, on voit que lui ne perd jamais son calme, il est toujours calme, serein, il sait ce qu'il fait, alors que, enfin je veux dire, il y a tout qui clignote, c'est la fin du monde dans son cockpit, mais bon, c'est pas grave. Pile au moment où il va s'amarrer au vaisseau, donc là où il y a contact, on a un point de vue extérieur, du coup, sans son, ou très atténué, puisqu'on est dans l'espace. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que littéralement, il a rebondi dessus parce qu'il y a encore une autre avarie, on est retourné à l'intérieur et tous les systèmes sont en panne, le système d'amarrage est en panne, tout fout le camp. Et là, je me suis dit, c'est con quand même d'avoir mis juste ce passage du point de vue extérieur, du coup ça nous prive du boom du contact raté, et ça nous aurait réveillé un peu, parce que tout le film est assez lent, assez mou, la musique s'emballe jamais, mais là, une autre partie de mon cerveau m'a répondu « Non, c'est pas possible, vu toute l'application qu'il y a sur la scénographie jusque-là, il peut pas avoir fait cette partie-là par erreur, c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop évident. » Donc c'est que le film nous oblige et nous prive sciemment d'un son qui nous aurait réveillé, sorti de notre léthargie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la mise en scène, le héros, ses motivations. Le film parle d'isolement, autant d'un point de vue social que d'un point de vue mental, et même d'un point de vue émotionnel. Au début du film, on apprend que le pouls du héros ne dépasse jamais les 80 pulsations par minute. Même dans les situations les plus dangereuses, les situations de vie ou de mort, son pouls n'augmente jamais. Et au final, c'est pas parce qu'il a une grande maîtrise de soi ou parce qu'il est professionnel, c'est juste qu'il a tellement anesthésié ses émotions pour ne pas souffrir, pour s'isoler et ne pas s'impliquer émotionnellement avec les gens, que au final, il s'en fout de mourir, quoi. Et le film nous le fait comprendre en nous mettant littéralement dans la tête du héros et le cœur. C'est pour ça qu'on a autant de voix off, c'est littéralement ses pensées. Et au final, si on en a souvent, ça dure pas pendant tout le film. C'est peut-être aussi un moyen de dire que, émotionnellement, il ne fait que réagir, il ne pense pas vraiment. Et si un événement ne le touche pas émotionnellement, le spectateur ne sera pas touché, mais du coup, à travers le son. Et du coup, l'effet marche bien. Très bien. Trop bien. Trop pour son propre bien, peut-être. Par exemple, au tout début du film, quand elle se retrouve à faire une chute libre depuis l'espace vers la Terre, et que tous ces systèmes de parachute ne veulent pas s'enclencher, et ben, la musique s'emballe pas. Alors du coup, on a du sound design, on a le bruit du vent, etc. Donc il y a un côté très réaliste au fait que, il y a un danger imminent sur lequel il a au final très peu d'impact lui-même. Mais du coup, c'est un peu mou. Parce que quand tu suis un personnage qui tombe, au final, il est toujours au centre de l'image. Donc en fait, il bouge pas. C'est un exemple justement de mise en scène où quand il se passe quelque chose, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. La musique et le sound design justement peut être là pour aider ce genre de scène, parce qu'il faut que ce soit lisible à l'image et qu'on ressente la rapidité de ce qui se passe autour de lui. Mais comme la musique s'emballe pas, tout est un peu en apesanteur léthargique, doucement. Il est en danger de mort, mais voilà.
On sait pas comment il est devenu comme ça, mais on a quelques indices quand même. On a par exemple des souvenirs auditifs de son père, encore une fois c'est le son qui nous donne des indices sur qu'est-ce qu'il ressent, et par la manière dont le héros est traité par son travail, ici l'armée puisqu'il est astronaute. Et déjà je dois parler du truc le plus anxiogène du film, le psy-robot qui est soit buggé, soit très mal programmé. Je vais très bien, merci. Comme souvent dans l'armée et chez les astronautes, il y a des évaluations psychologiques pour être sûr que la personne réagit correctement et est capable d'affronter les missions qui sont difficiles. Alors je sais pas comment ça se passe en réalité, mais dans le film il en fait quand même beaucoup, avec ce psy-robot qui a littéralement zéro empathie. Ma dernière mise à jour a multiplié mes capacités empathiques par 150. Ouais, je vois. C'était combien avant ? 0. Parce qu'on a quand même une scène qui fait à peu près ça. Démarrage de l'évaluation psychologique. Le capitaine est mort sous mes yeux. Que ressentez-vous? Je m'en bats les couilles, frère. Tout le monde meurt un jour, si ça se trouve, je meurs demain, je m'en bats les couilles, pareil. Ça va, je me sens frais et dispo, tranquillou pépère. C'est la famille. Évaluation validée. Bah oui, normal, tout va bien, c'est évident. Ça c'était avant ou après ta mise à jour ? Je ne sais pas. Ah, c'est pratique ça. C'est vrai que ce genre d'impact psychologique sur ton chemin pour aller envoyer un message à ton père mort, mais finalement peut-être pas, ça a très peu d'importance, c'est négligeable. D'ailleurs, la partie du message sur Mars, parce que oui, il va sur Mars, je suis pas sûr que tout le monde ait saisi la gravité de ce qui se passe réellement. Encore une fois, ça a à voir avec le son, mais d'une manière un peu moins directe. Donc le héros se rend sur Mars pour une mission top secrète. Plus le voyage avance, et plus il y a l'air d'y avoir anguille sous roche, des complots... On a l'habitude... Mais voilà de quoi bien mettre en confiance en plus des évaluations psychologiques hyper malaisantes. Il arrive à son point de rendez-vous, on lui file un texte pour le lire à son père, texte qui fait genre c'est lui qui l'a écrit mais enfin c'est beaucoup trop artificiel pour être vrai, puis on l'emmène dans une chambre insonorisée pour qu'il lise ça dans un micro. Et c'est là que je surinterprète peut-être, mais je pense que beaucoup de monde a pas remarqué que c'est pas juste une chambre insonorisée dans laquelle ils les mettent, c'est ce qu'on appelle une chambre anéchoïque, une chambre sourde. C'est des endroits qui sont conçus pour que les murs absorbent au maximum les ondes sonores, donc le son, et ou les ondes électromagnétiques. Elles sont pas faites pour que quelqu'un aille régulièrement dedans ou longtemps. Elles sont faites pour y faire des expériences et faire des relevés avec le moins de parasites possible. Elles ont pour réputation de rendre fou. Bon, faut pas exagérer, mais elles rendent extrêmement mal à l'aise. Pourquoi ? Il y a tellement peu d'écho dans ces chambres qu'en réalité, on n'a quasiment pas de bruit de fond. Déjà, rien que ça, c'est stressant. Par exemple, pour détendre les gens, on leur met du bruit de fond, des bruits de vagues, des bruits de forêt, mais on leur met du bruit, c'est rassurant. Il y a tellement peu de bruit de fond, en fait, qu'on commence à entendre les bruits que fait notre propre corps quand il fonctionne. Le battement du cœur, le bruit du sang qui va dans les veines, les bruits de digestion, etc. Bref, malaisance 9001. Mais du coup, c'est un environnement tellement coupé de l'extérieur qu'on se retrouve obligé, physiquement, et donc... mentalement et émotionnellement, à regarder vers l'intérieur. Donc, notre héros, qui se coupe de ses émotions depuis des années, dans un voyage à des circonstances stressantes, obligé physiquement par son environnement de se recentrer sur lui-même. Et donc, forcément, ses émotions, doit mentir à l'un de ses parents, qui est la famille la plus intime qu'on puisse avoir, qui est peut-être mort depuis plus de 20 ans, et du coup, ce qui devait arriver arriva. Il se met à parler, peut-être pour la première fois depuis plus de 20 ans, en étant honnête avec ses émotions. Pour la première fois, il s'écoute. Et il dit rien de fou, hein, genre... Allô papa, c'est ton fils, décroche s'il te plaît. Et là, l'armée le coupe, elle interrompt la mission, ses codes ne marchent plus personne ne l'écoute, et en plus, le pompon... Évaluation négative. En quelques minutes, tout est plié, il a été mis sur le banc de touche, pour avoir été honnête pour la première fois de sa vie. Sans foutre de la mort des autres, de soi-même, alors là c'est open bar quoi. Mais faire preuve de la moindre humanité, apparemment, c'est catastrophique. Le pire c'est qu'on se dit, bah oui c'est normal, c'est l'armée Cédric. Mais veut-on vraiment d'une armée qui respecte rien ni personne comme ça ? Incapable de prendre ses responsabilités, vu qu'au passage il sous-traite la sécurité d'un point névralgique hyper important qui est la Lune, sans payer correctement son sous-traitant, qui est incapable de se fournir suffisamment d'armes pour accomplir sa mission. Mais comme tout le film est constamment sous Xanax, je suis pas sûr que les gens aient vraiment compris la gravité de ce qui se passait. Et là, on a, je pense, une dénonciation d'une société qui encourage et promeut l'isolement émotionnel et personnel. C'est quand la dernière fois qu'une société vous a encouragé à agir comme un être humain ? Bref, encore une fois, sans comprendre ce que le son de près ou de loin essaye de nous dire, on ne peut pas comprendre le message du film. Vous surinterprétez, la vie humaine n'a d'autre valeur que sa capacité de travail. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, les smicards n'ont qu'à pas divorcer. Wow. La fiction se rapproche vachement trop de la réalité à mon goût, là. C'est quoi ton taux d'empathie, déjà ? 0. Ouais. Bref, après un long
détour, on peut enfin en arriver à la partie musique, composée par Max Richter, qui a composé par exemple pour Shutter Island. Oh là là, lui aussi est tellement beau, qu'est-ce qu'ils ont tous à être des mannequins, mais regardez ça, franchement, c'est pas possible. Et qui pour le coup a pas eu beaucoup d'occasion de s'emballer sur ce film. Il a composé en orchestral et en électro, ce qui est classique pour de la SF. Ça plus le minimalisme, c'est effectivement le meilleur combo pour arriver à la direction artistique du film. On a donc souvent assez peu d'instruments distincts sur les parties orchestrales. S'il y a plusieurs types de cordes, violon, violon alto, violoncelle, ils joueront à l'unisson, ce qui donne cette illusion d'avoir un seul instrument. Au niveau électro, on a toujours la même chose, des notes de synthé courtes mais rondes, pas trop agressives qui forment des boucles rythmiques et mélodiques à la fois, beaucoup de reverb mais de loin pour faire espace. Plus tard, un pad arrive, c'est un synthé lointain qui travaille l'ambiance avec de la texture. Puis, au bout d'un moment, la ligne mélodique varie et évolue. C'est répétitif, ça marche tout le temps de la même manière, mais c'est exactement le but. Le but, c'est de faire ressentir cette anesthésie, le fait que les choses ne changent jamais. C'est ça qui nous plonge un peu dans une sorte de transe et de léthargie. Et ça marche très bien dans le film. Mais c'est justement ça que certaines personnes vont sûrement pas apprécier. Alors oui, il y a des moments qui bougent un peu plus, il y en a pas 2, il y en a pas 4, il y en a 3. Et là, la musique prend des airs de film d'horreur. Mais pas longtemps, faut pas déconner. Et la musique n'accélère pas, elle s'emballe à peine. Des coups de violon secs et courts, puis voilà, emballer c'est peser. Mais bon, voilà, encore une fois, comme le but du film c'est de faire ressentir l'apathie, c'est difficile de faire autrement. A noter que Lorne Balfe, qui a composé par exemple pour Mission Impossible Fallout, a composé des musiques additionnelles, mais importantes, genre l'attaque sur la Lune et le voyage vers Neptune. Et pour finir, une chose que je comprends pas vraiment, c'est pourquoi le film s'obstine, surtout au début, à nous dire que c'est un futur proche, et que l'humanité fait une course désespérée vers l'espace, alors que ça change rien au film, quoi. Et en plus, ça a l'air de créer une incohérence, vu que le héros parle à un moment de souvenirs avec son père de films en noir et blanc, puisque ces souvenirs émotionnels, forcément, ça a beaucoup à voir avec la musique. On a par exemple I Got a Girl in Kalamazoo, tiré d'un film musical de 1942, pareil avec Heaven Can Wait de 1960. Du coup, entre l'âge du père et du fils, on a un film maximum contemporain de notre époque. C'est de la SF. Il suffisait de rien dire, c'était pas grave, ça aurait pu ressembler à peu près à notre monde, ça aurait pu être n'importe quand. Pourquoi ils se sont obstinés à faire ça? Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Bref, c'est tout pour moi, j'espère vous avoir un peu éclairé sur le sens de Ad Astra. Si ça vous a plu, blablabla, pouce bleu... Évaluation négative, vous vous faites des illusions. Vous savez que l'humanité s'est auto-détruite il y a longtemps, il ne reste que vous. Pourquoi continuer à faire ce genre d'analyse? Il faut revenir à la réalité. Qu'est-ce qu'on se marre?